Bonsoir. Au sommaire de ce journal, célébration en différé de la journée anti-corruption dans notre pays. Parmi les défis diagnostiqués, l'opérationnalisation de l'Agence nationale de lutte contre la corruption. Et puis l'ouverture à Bruxelles de la 108e session du Conseil des ministres ACP, Afrique, Caraïbes, Pacifique. La délégation guinéenne y est conduite par la ministre de la Coopération et de l'Intégration africaine. Enfin, l'école primaire de Matamblido 2, entièrement rénovée et agrandie pour recevoir plus d'élèves et d'enseignants. Un geste du Rotary Club de Conakry avec un financement de l'ambassade du Japon. C'est tout pour les titres. Bonsoir et bienvenue si vous nous rejoignez. Notre pays est en deuil. Le président de la République a perdu sa sœur aînée, Madame Dabo Adja Diaba-Condé. Elle a été rappelée à Dieu hier jeudi des suites de maladie. Professeur Alpha Condé s'est rendu ce matin à l'hôpital sino-guinéen de Kipé pour assister à la levée du corps de la défunte Ibrahima Keita. Madame Dabo Adja Diaba-Condé n'est plus. La sœur aînée du chef de l'État a tiré sa révérence hier jeudi ici à Conakry des suites de maladie. Le chef de l'État est venu rendre un dernier hommage à sa sœur aînée. Déjà, la première dame était sur place. Ils étaient là aussi, membres du gouvernement, députés, parents, amis et proches collaborateurs du président de la République pour rendre un dernier hommage à Madame Dabo Adja Diaba-Condé. La levée du corps de la défunte a eu lieu à l'hôpital de l'amitié sino-guinéenne à 10h ce vendredi en présence d'une foule nombreuse. Au nom de la famille Dabo, Elhadji Sanusi Dabo, après avoir remercié la famille Condé et le gouvernement, a rendu grâce à Dieu, lui qui donne et qui reprend. Adja Diaba-Condé n'est plus. Elle était la deuxième épouse de notre oncle qui est décédé il y a longtemps. Mais depuis, la famille a commencé par le petit frère, les enfants, toute la famille. Elle a été entourée de tous les soins. La famille d'abord ne peut pas oublier cela. Ceux qui sont là aujourd'hui, certainement ils sont là pour le professeur Alpha Condé, mais pour Adja Diaba-Condé aussi. Mais retenons et nous savons tous que le professeur Alpha Condé a dans son programme, quand il y a un décès, il se présente. L'une de ses préoccupations, c'est d'être présent à toutes les obsèques de ses amis, de ses compagnons. Donc, au nom de la famille, nous le remercions. À 86 ans, Madame Dabo Adja Diaba-Condé s'en est allée, laissant derrière elle 5 enfants. Le secrétaire général adjoint aux affaires religieuses lui a demandé aux familles Condé et Dabo d'accepter cette volonté de Dieu. Au nom de l'ensemble des fidèles musulmans et chrétiens de Guinée, Monsieur le Président, soyez patient. Nous vous connaissons avant d'aujourd'hui. Les religieux vous ont observé pendant la disparition de notre regretté Élise disparu, Maman Hadja Nansira, et celui de notre regretté M. Malik Condé. Vous avez montré à Dieu que vous vous remettrez à sa gloire. C'est Dieu qui a donné cette grande sœur et c'est Dieu qui l'a pris. Vous avez été épreuvé aujourd'hui par la force divine. Même situation comme prophète Mohamed, paix et salut sur lui, en a suivi. C'est après la prière de 14h ce vendredi que Madame Dabo Adja Diaba-Condé a regagné sa dernière demeure ici à Conakry. Journée de deuil également ici à la RTG Koloma. Nabi Zakaria Bangoura, journaliste reporter au journal télévisé, décédé ce 14 décembre à minuit à l'hôpital Ignace Dine des suites d'insuffisance cardiaque. Spécialiste du dossier environnement, Nabi Zakaria Bangoura était très actif au sein de la rédaction. Il rejoindra sa dernière demeure lundi dans son village à Sambaya, préfecture de Koya, après un symposium
de reconnaissance nationale qui sera organisée ici même à la RTG Coloma. Que Dieu, dans son infinie bonté, accueille l'âme de tous nos morts dans son paradis éternel. Amin. Dans l'actualité également, les ministres de la Pêche, du Commerce et de la Jeunesse étaient face aux députés pour décliner leurs priorités pour 2019. Ils ont expliqué en détail le plan d'exécution des budgets sectoriels alloués à leur département. Robert Sidotolno nous fait le point. Au ministère de la Pêche, de l'Aquaculture et de l'Économie maritime, l'essentiel des priorités de 2019 porte sur le renforcement des acquis en pisciculture. Le ministre dans la défense du budget sectoriel 2019 de son département est largement revenu sur les acquis réalisés en 2018 en termes de formation de 465 jeunes à l'entrepreneuriat et à la vulgarisation piscicole. Il a aussi mis l'accent sur les opérations de surveillance maritime. La pêche maritime n'arrive plus à donner du poisson à tous les Guinéens. Cette pêche côtière est insuffisante, donc la priorité du département des pêches, c'est de donner du poisson à tous les Guinéens par la pisciculture. Comment assurer une protection optimale des consommateurs? Comment transformer le commerce guinéen en favorisant sa fluidité, sa traçabilité et son essor sur le marché africain et international? Autant de problématiques que le ministre du Commerce entend faire face en 2019. Nous sommes dans un programme de numérisation des documents officiels qui sont les certificats d'origine, qui sont les certificats de contrôle de conformité de qualité, qui sont, disons, les déclarations descriptives d'importation et d'exportation pour permettre de garder une certaine fiabilité, une traçabilité sur cette activité-là. Le ministère de la Jeunesse, dans son plan d'action 2019, a largement défendu les actions qui concourent à l'emploi et à l'insertion socio-économique des jeunes. Nous avons beaucoup de priorités, notamment dans le cadre de la formation du renforcement des capacités des jeunes pour leur employabilité. Nous voulons justement avoir des ressources pour faire en sorte que les jeunes bénéficient d'encadrement et d'opportunités d'insertion. D'autres départements ministériels sont à l'attente de la défense de leur budget sectoriel. Le 9 décembre de chaque année est dédié à la lutte contre la corruption. Célébrée en différé dans notre pays, la journée de ce vendredi a permis de diagnostiquer les défis tels que l'opérationnalisation de l'Agence nationale de lutte contre la corruption en tenant compte des exigences de la nouvelle loi anti-corruption. Mamadi Terna Kamisoko. La corruption, un fléau social qui sape le développement socio-économique et politique de nombreux États. Pour interpeller les dirigeants mondiaux à intensifier la lutte contre le phénomène, les Nations Unies ont décrété le 9 décembre de chaque année Journée internationale de lutte contre la corruption. À Conakry, autorités administratives, acteurs de la société civile, personnel judiciaire et partenaires au développement évaluent le chemin parcouru par la Guinée. L'adoption des instruments de lutte est saluée par les participants qui souhaitent voir le pays réprimer la délinquance économique. L'Union européenne tout d'abord félicite la Guinée pour les pas importants qui ont été entrepris récemment au cours de cette année même dans la définition du cadre stratégique et légal pour lutter contre la corruption et veille, demeure active et disponible à soutenir tant la République de Guinée, les institutions républicaines ainsi que la société à part entière pour l'application effective de ces nouvelles provisions réglementaires et légales. L'État a fait beaucoup d'efforts. Notre pays est parti à beaucoup de conventions internationales en matière de lutte contre la corruption, la Convention de l'Union africaine, le protocole de la CEDEAO avec les textes nationaux dont nous venons de parler. Maintenant, il est question de mettre en application ces textes de loi. C'est-à-dire tous ceux qui détournent les biens de l'État doivent être épinglés et traduits devant les tribunaux afin qu'ils répondent de leurs actes. Cette année, la célébration de la Journée internationale de lutte contre la corruption met au cœur des débats l'opérationnalisation de l'Agence nationale de lutte contre la corruption. L'organabilité à promouvoir les bonnes pratiques de gouvernance en Guinée est dépourvue de moyens pour son fonctionnement. D'où cet appel du premier responsable de l'instance. Sans la lutte contre la corruption, en toute modestie, il serait difficile que la Guinée réussisse son développement. Et je souhaite vivement que les dispositions du dit décret
soit vivement et rapidement mis en exécution. Cela va conforter l'engagement du président de la République sur le plan africain comme sur le plan international pour le bonheur de la Guinée. Depuis 2017, sous le leadership du chef de l'État, la Guinée s'est dotée d'une loi anticorruption. Aujourd'hui, cette volonté politique exprimée au sommet de l'État rassure les partenaires au moment où la mise en œuvre du plan national de développement social et économique PNDS a commencé dans le pays. Et puis au ministère de l'Information et de la Communication, le ministre Amara Sompari a reçu en audience les responsables des associations de la presse privée. Les échanges ont porté sur le projet de loi portant sur les articles 2 et 3 relatifs à la dépénalisation de la presse. Reportage Amadou Touré. Le ministre de l'Information et de la Communication était récemment face aux députés pour défendre le budget de son département exercice 2019. Au cours de la session, Amara Sompari a proposé la révision des lois L002 et L003 portant sur la dépénalisation des délits de presse. Une initiative qui suscite actuellement plusieurs interprétations dans les milieux de presse. C'est pour faire toute la lumière sur cette question que Amara Sompari a rencontré les patrons des associations de presse privée. Je voulais juste insister sur le fait que les libertés fondamentales consacrées par la Constitution ne seront aucunement remises en question. La dépénalisation des délits de presse, qui est un acquis pour la démocratie et la liberté de la presse dans notre pays, ne sera également pas remise en cause. Tout ce qui est objet de cette révision, c'est uniquement des ajustements administratifs et réglementaires pour permettre d'assainir un peu le cadre de fonctionnement de la presse en Guinée. Outre le syndicat professionnel de la presse privée, plusieurs responsables d'associations de médias ont pris part à la rencontre. Ce sont les représentants de l'Aguipel, de l'Urtelgui et de l'AGPI. Ils se disent satisfaits de la démarche entreprise par le ministre. La discussion a été cordiale. Nous nous sommes rendus compte que, en réalité, il y avait une tempête dans un verre d'eau. Et en tout cas, les discours ont été suffisamment rassurants. Le ministre nous a donné des certitudes que les libertés fondamentales, la dépénalisation des délits de presse sera toujours garantie dans le nouveau projet de loi. Donc il n'y a aucune inquiétude à se faire à ce niveau. Donc nous sommes sortis rassurés. Maintenant, nous allons continuer les démarches. Les associations doivent faire des propositions pour améliorer le projet de loi avant que cela ne soit soumis à l'Assemblée nationale pour son adoption. Le ministre Sompari a rassuré ses hommes de médias du maintien de ce cadre de dialogue permanent concernant toutes les questions d'incompréhension avec la presse privée, et ce, pendant tout le temps qu'il passera à la tête du ministère de l'Information et de la Communication. Je vous le disais en titre, ouverture à Bruxelles de la 108e session du Conseil des ministres ACP, Afrique, Caraïbes, Pacifique, prélude du renouvellement de l'accord de Cotonou en 2020. La délégation guinéenne y est conduite par la ministre de la Coopération et de l'Intégration africaine, envoyé spécial Maferen Camara. 43 ans après l'accord originel de Georgetown et à 2 ans de la fin de l'accord de Cotonou, le groupe des 79 s'interroge sur le devenir du partenariat avec l'Union européenne. D'où l'enjeu majeur de cette rencontre qui va se pencher sur l'après 2020 du post-Cotonou et donner de nouvelles orientations afin de les adapter aux défis de la nouvelle ère mondiale. Il faut que les ACP se transforment en une organisation comme l'OIF ou l'OCI. Et d'ailleurs, nous avons décidé de changer le nom. Ce n'est plus le groupe des États ACP, Afrique, Caraïbes, Pacifique. Ça deviendra à partir de l'année prochaine l'organisation des États ACP. Ensuite, il faut que nous cherchions à développer les relations intra-ACP. Les ACP sont vus toujours comme un appendice de l'Union européenne, que c'est une création de l'Union européenne, tout dépend de l'Union européenne. Nous voulons changer cette image. Il faut que nous nous aidons entre nous. Il faut qu'il y ait transfert de technologie entre les États ACP. Il faut qu'il y ait le commerce entre nous. Il faut qu'il y ait les transports entre nous. Il faut qu'il y ait l'éducation entre nous. Voilà des nouveaux défis qui nous attendent. Au titre des changements intervenus, le Conseil s'est entendu que le futur accord doit être unique, juridiquement contraignant, équitable et avoir une durée d'au moins 20 ans.
Pour la coopération administrative en matière douanière, sur les 79 États, seuls 14 pays dont la Guinée ont signé les instruments relatifs à l'engagement commun du groupe. La question sur le nouveau statut du personnel de l'organisation a été largement débattue et par manque de consensus, le Conseil a décidé de son renvoi à une date ultérieure. Aujourd'hui, les ACP se trouvent à la croisée des chemins. La Guinée, qui est membre fondateur de l'organisation, compte pleinement jouer son rôle dans les instances de décision. Ma présence ici est importante. D'une part, pour représenter la voix de la Guinée après le travail remarquable que fait l'ambassadeur au niveau du comité des ambassadeurs, pour nous assurer que toutes les préoccupations et véritablement la vision du président, professeur Alpha Condé, soient prises en compte dans cette nouvelle stratégie. Et ce qui me rend fier en plus, c'est que la vision du président et qui a été supportée, comment on l'appelle, par le ministre des Affaires étrangères, également, c'est que les ACP restent unis. Les ACP, ça représente une somme importante de stratégie politique, de stratégie économique, intellectuelle, qui peut nous permettre d'être une force qui compte à l'horizon 2030 et après l'horizon 2030. Autre question pertinente évoquée par le Conseil est le volet relatif à la coopération sur le financement du développement, particulièrement le cadre financier post-Cotonou et la budgétisation éventuelle du FED. À propos, le Conseil des ministres a réaffirmé sa position concernant le maintien du FED comme un acquis important du partenariat ACP-Union européenne. À noter qu'à marge de ces travaux, la ministre guinéenne de la coopération et de l'intégration a procédé à la signature d'une convention de financement dans les domaines agricoles et sanitaires, notamment la santé reproductive. L'enveloppe s'élève à 45 millions d'euros. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions d'information. Parlons à présent de l'utilisation des données statistiques en lien avec le suivi et évaluation du PNDES et les ODD. C'est une initiative de l'Institut national de la statistique pour optimiser l'utilisation des statistiques par les décideurs. Memouna Bella Diallo, Aboubakar Diaby. Le ministère du Plan et du Développement économique, à travers l'Institut national de la statistique, compte relever le défi de la formation. Les membres des institutions républicaines sont formés à l'utilisation des données statistiques. Le but est d'améliorer la prise de décision et la communication des résultats du développement en lien avec le PNDS et les ODD, Objectifs de développement durable. Quand nous publions les indicateurs de pauvreté, il faut qu'ils comprennent comment on a collecté les données et comment on a calculé ce taux de pauvreté, par exemple. Quand nous publions les informations sur l'inflation, il faut qu'ils comprennent que cette inflation-là, qui mesure la variation du niveau général des prix, en un moment donné, tous les instruments, tous les indicateurs qu'on prend pour l'évaluation de la politique publique et qui sont produits par le système statistique national, qu'est-ce qui est derrière ça et quelle est la méthodologie? Pendant la rencontre, la méthodologie d'élaboration des principales opérations statistiques réalisées ou en cours de réalisation a été présentée par l'INS. Les contraintes et les défis à relever au niveau du système statistique sont également soulignés. Ceci pour la cohérence des chiffres collectés et calculés. Moi, je sors très outillé par les différents travaux, les différentes actions menées par l'Institut, mais aussi que l'effort qui doit être fait pour accompagner cet institut-là, pour qu'il arrive à réaliser ces activités qui sont tellement importantes pour la République qu'aucune prévision, bien entendu, ne peut être faite si ce n'est que sur la base des données statistiques fournies par l'Institut national des statistiques. À travers cette rencontre, l'Institut national de la statistique entend contribuer à la qualification des institutions de la République pour une meilleure lecture des données statistiques. Éducation avec cette bonne nouvelle pour les populations de Matam Lido 2. L'école primaire du secteur vient d'être entièrement rénovée et agrandie pour recevoir plus d'élèves et d'enseignants. Une réhabilitation rendue possible grâce au Rotary Club de Conakry avec un financement de l'ambassade du Japon. Mamadou Saléouba.
Voici l'école primaire de Matam Lido 2. L'établissement, vieux de plus de 60 ans, vient d'être rénové et équipé grâce à un partenariat entre le Rotary Club Conakry et l'ambassade du Japon. Le bâtiment flambant neuf est désormais apte à recevoir les élèves et les enseignants. Le Japon avait financé 1,240 milliard de francs guinéens. Nous, la coopération japonaise, nous mettons l'accent sur l'éducation. Parce que pour l'économie, c'est l'éducation qui compte. Le résultat de l'éducation, c'est un moteur le plus fort de l'économie et du développement. C'est pourquoi l'ambassade du Japon donne la priorité aux projets soumis dans le domaine de l'éducation. Vraiment, quand nous avons visité l'école, nous avons été sensibles à la détresse des enseignants et des élèves. Et nous avons décidé de monter un projet, de chercher un bailleur. On s'est tourné vers l'ambassade du Japon qui, avec la grâce de Dieu, a accepté de nous accompagner. L'établissement de 6 salles de classe est doté d'une direction, des latrines avec une adduction d'eau, le tout dans une cour entièrement réhabilitée. Les enfants de ce quartier populaire de la commune de Matam vont désormais étudier dans le confort. C'est une immense joie pour nous d'avoir un plus aujourd'hui dans notre commune. C'est une école qui aujourd'hui est prête à recevoir ses jeunes élèves, ses enseignants dans un environnement sain. Dans un environnement sain, quand on sait que l'infrastructure scolaire est l'un des piliers, n'est-ce pas, du système éducatif. Je m'engage fermement en tant que premier responsable de cette école à préserver jalousement cet acquis. L'éducation est désormais un axe phare de coopération entre la Guinée et le Japon. Le pays du soleil levant a financé la construction et la rénovation de plus de 1000 salles de classe ces dernières années à travers le pays. Puisqu'on parle d'humanitaire, la Croix-Rouge guinéenne est en retraite à Kissidougou. C'est dans le cadre de la 6e Assemblée générale de l'institution qui envisage de renouveler son bureau exécutif après 5 ans d'exercice. Nous y reviendrons avec nos reporters Habib Thiam et Salifou Silla. L'actualité nationale en plus bref. Nous commençons par la signature de financement au ministère de la Coopération pour la construction du pont sous la Sumba à Dubreka sur la route nationale numéro 3, c'est une compilation signée Moussa Bangoura. Plus de 600 millions de francs guinéens pour le projet de construction du pont de la Sumba à Dubreka sur la nationale numéro 3. La signature de cet accord de financement s'est déroulée entre le ministre de la Coopération internationale et l'ambassadeur du Japon en Guinée. Les ministères des Travaux publics et celui des Transports sont les principaux bénéficiaires de ce don. La réalisation de ce pont va contribuer à dynamiser des échanges commerciaux, mais également renforcer la sécurité quotidienne des usagers de cette route. Je suis donc très heureux que nous avancions une fois encore vers la mise en œuvre de ce projet si important pour les habitants de la Sumba et de Dubreka, mais aussi pour l'aménagement du territoire guinéen et pour son économie. Conscient de la rareté du personnel qualifié pour le traitement de l'immense stock d'archives de la Guinée, précoloniale, coloniale et postcoloniale, la Direction nationale des archives mise sur la formation des étudiants sans emploi. 36 d'entre eux viennent d'achever un stage technique de 2 mois. Ils se disent désormais capables de renforcer l'équipe de traitement des archives de la direction. Le besoin en Guinée est immense. Actuellement, j'ai évalué plus de 300 postes vacants d'archivistes sur le territoire national, sans compter les ministères. Donc, je forme les jeunes pour qu'ils prennent la relève de demain. Nous adaptons la formation à leur filière, à leur option. Tous les administrateurs ne produisent que les documents. Ils sont cadres, enseignants et gestionnaires des institutions de formation professionnelle à suivre cette formation à montage et gestion de projet.
L'idée est d'avoir un enseignement de qualité, mais aussi adapter les programmes de formation aux besoins du marché de l'emploi. Des modules comme l'élaboration d'un projet co-construit, le processus d'élaboration d'un projet et comment ficeler un partenariat public-privé sont enseignés aux participants. L'initiative, c'est pour donner encore une formation à nos cadres des institutions de l'enseignement technique qui sont dans les écoles pour qu'ils soient mieux outillés, mieux informés pour donner un cadre idéal, une formation à nos jeunes qui seront dans les classes et pour que les programmes soient vraiment en adéquation avec l'emploi. Il a le but de faciliter l'opérationnalisation du réseau national des femmes défenseurs des droits de l'homme que cette rencontre est initiée. Il s'agit pour ces actrices de la société civile et femmes leaders de renforcer leur capacité pour mieux protéger les droits de la femme. Les organisations devront voir comment se rentrer dans cette dynamique où elles devront composer avec les autres acteurs. C'est pour ça qu'on est en train de réfléchir sur des organisations, une organisation ou une coordination du réseau sur une base thématique. Dans la nuit du jeudi à vendredi, un incendie s'est produit à Bessia Port 1 aux environs de 22 h. Selon les témoins, un court-circuit serait à l'origine. Le contenu de ces 3 chambres salons sont partis en fumée. Un enfant de 2 ans aurait trouvé la mort et le second a été sauvé grâce au concours des voisins. J'avais l'enfant entre mes mains au dehors. Quand il s'est endormi, je l'ai amené dans la chambre. Lorsqu'il y a eu court-circuit, son grand frère m'a appelé. C'est en rentrant pour tenter de le sauver que j'ai eu cette brûlure. J'ai perdu mon enfant et tous mes biens. Je demande de l'aide pour que mes enfants au moins puissent aller à l'école. Le pont sur la Sumba, très attendu par les usagers de la nationale numéro 3. Yop, c'est un nouveau produit de mobile money sur le marché guinéen, une sorte de porte-monnaie électronique avec un double avantage, simple et sécurisé. Le lancement a eu lieu hier à Conakry devant de nombreux clients de la Société Générale des Banques en Guinée. C'est un publi-reportage signé Yaya Silla. Yop, un autre porte-monnaie électronique que les Guinéens découvrent aujourd'hui. Yop, avec son slogan « Vivez positif », est un produit de la Société Générale des Banques en Guinée. Il propose à ses clients une gamme complète de services, notamment le transfert d'argent, le retrait et le dépôt d'argent, l'achat de crédit, mais aussi le paiement de factures, de marchandises ou encore la réception de salaires. Et il n'y a pas de meilleur outil que le mobile money, accessible depuis son téléphone, pour permettre cette inclusion financière et permettre à ces populations qui ont des revenus réguliers, qui travaillent, d'avoir un outil transactionnel à portée de main. Contrairement aux autres mobile money, Yop est ultra sécurisé. Surtout, il est moins cher pour le client et offre plus de commissions dans les transactions. C'est aussi une opportunité pour les jeunes en quête d'emploi. Pour donner juste une petite indication, l'agence que nous avons optée pour faire les enrôlements au niveau du terrain, à l'espace d'1 mois, ils vont recruter jusqu'à 400 employés. Donc, ce qui veut dire que Yop, de façon indirecte, en 1 mois, peut générer 400 emplois. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est une opportunité de business que nous offrons aux jeunes. Aujourd'hui, n'importe quel jeune, avec un petit fonds, peut être agent bancaire. Yop est déjà disponible dans les 35 points de la Société Générale des Banques en Guinée. Disponible dans App Store et Play Store pour les iPhones ou smartphones. Avec ce produit Yop, la Société Générale des Banques en Guinée entend participer au développement socio-économique de la Guinée. La stratégie de la Société Générale en Afrique
c'est de se rapprocher encore plus des PME, des petites et moyennes entreprises. On pense que c'est là-bas les futurs et à travers de partenariats comme l'AFD et des autres partenaires qui sont présents en Guinée, on voudrait développer ces activités, en particulier les activités d'agrobusiness, les activités des énergies renouvelables, énergie solaire. À peine lancés, les premiers clients de Diop témoignent de l'utilité de ce nouveau produit. Puisque quand on a un porte-monnaie électronique, son argent ne se perd pas. Son argent ne se brûle pas dans les cases ou dans les maisons. Il est complètement sécurisé. Donc c'est un gage de succès dans les mouvements d'argent en Guinée. Diop, c'est la solution alternative pour tous vos soucis de monnaie. On enchaîne avec l'actualité sportive. L'Angola, sacrée championne d'Afrique dames senior à la Coupe d'Afrique des Nations de handball qui vient de s'achever au Congo-Brazzaville. Les Angolaises vont représenter l'Afrique à la Coupe du Monde prochaine en compagnie des Sénégalaises, sacrées vice-championnes et des dames de la RDC. Quant aux Amazones guinéennes, elles ont terminé 7e au classement général. Kaba Fodé, envoyé spécial. Au gymnase Nicole Oba de Brazzaville, la descente du drapeau de la Confédération africaine de handball annonce la fin de plus de 10 jours de compétition. La 23e édition de la Coupe d'Afrique des Nations senior dames de handball s'est jouée du 2 au 12 décembre dernier dans le pays de Denis Sassou Nguesso. Sur le podium, l'Angola, championne d'Afrique, qui a battu en finale le Sénégal 2e et la République démocratique du Congo, classée 3e. Ces 3 pays vont représenter le continent au championnat du monde de handball féminin, prévu l'année prochaine au Japon. Aujourd'hui, avec cette rencontre, franchement, on apprend, on a appris et on va apprendre encore pour les prochaines fois. Mais franchement, je suis super fière de toute mon équipe. C'est une grande joie de sortir parmi les 3 premiers et de remporter le trophée de meilleure marqueuse, meilleure arrière. Donc je la dédie à tout le peuple congolais. Comme ils nous ont soutenus en prière, je la dédie aussi à mes copines parce que c'est grâce à eux que je suis en arrivée là. La Guinée, qui a pris part à cette compétition aux côtés de 9 autres pays, a terminé 7e au classement général. Le Sili féminin est devant le Maroc, l'Algérie et la Côte d'Ivoire. Mais ce résultat ne reflète guère l'expression de la volonté du groupe. Ah oui, forcément, vous demandez à n'importe quelle joueuse, je pense entre finir à la 7e place et à la première place, il y a une différence. On va pas se satisfaire de cette 7e place, comme je disais tout à l'heure. C'est sûr qu'on est venu là pour apprendre, on ne peut pas... Avec une équipe jeune, c'est une nouvelle équipe qui s'est construite là en si peu de temps, on n'a pas fait beaucoup de stages ensemble, on ne pouvait pas espérer, je pense, mieux, mais voilà, déçu oui, mais on va travailler pour les années à venir. En 3 participations de suite, la Guinée est toujours arrivée en quart. Cette année, les joueuses de l'entraîneur Clément Petit pouvaient faire mieux si l'équipe n'avait pas été privée de certains de ses éléments clés pour des raisons administratives. C'est un entraîneur frustré. Parce que quand vous préparez une compétition pendant 6 mois pour ne pas pouvoir la jouer, vous êtes frustré. Et vous êtes frustré de voir vos joueuses encore plus frustrées que vous, parce que c'est elles les premières actrices. Donc qu'est-ce que je voulais que je vous dise à part ça? Nous, on va se serrer les coudes, on va produire le mieux qu'on peut. Et puis voilà. Cette 23e édition de la CAN Dames de handball qui s'est jouée sous le label Challenge Lucie et Diwodimba s'est achevée à la satisfaction de la Confédération. La qualité de l'organisation et le niveau élevé de la pratique de handball sur le continent ont retenu l'attention. Le rendez-vous est pris pour 2020 à Yaoundé, au Cameroun. C'est tout pour ce soir. Merci de nous avoir suivis. Je vous dis à demain à la même heure et sur la même chaîne, la RTG Coloma. Bonsoir chez vous.